Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez la bienvenue à cette édition de Cet Écho. On n'a pas encore fini de dénombrer les conséquences du coronavirus sur la vie des Camerounais. On savait l'économie très touchée, mais on découvre avec effroi que les premières récoltes post-Covid-19 sont aujourd'hui une véritable catastrophe avec la fermeture des frontières décrétées par les États depuis le début de la pandémie. Les marchés surabondent des produits autrefois voués à l'exportation, soit 70% des récoltes. Agriculteurs et revendeurs sont aux abois et ne comptent plus que sur l'État pour les aider à se relever, ce qui ramène à l'ordre du jour la question de la transformation des produits de nos terroirs. Covid-19, la chute des marchés, c'est le thème de cette émission. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Producteurs et revendeurs de nos campagnes et de nos marchés sont confrontés à la dure réalité d'une offre largement au-dessus de la demande. Les produits du terroir, qui jusque-là alimentaient essentiellement les pays de la sous-région, sont bradés sur les marchés camerounais quand ils ne vont pas tout simplement à la poubelle. C'est un pan de l'économie agricole qui s'effondre. Les producteurs pourraient ne pas être en mesure de rembourser les crédits contactés. Le secteur agricole est en péril et appelle à une intervention urgente des pouvoirs publics. Démonstration sur les sites de production et de vente. Il y a seulement quelques semaines, c'était ici, la foire aux tomates, dans ce mythique marché de Yaoundé. Des camions qui déversent quotidiennement leur trop-plein de cultures vivrières, des tomates, des condiments verts, des pommes de terre, des pastèques, bref, différents produits de nos terroirs, abondamment cultivés à l'ouest et dans le centre du Cameroun. Juste avant le début de la pandémie du Covid-19, c'était de l'or vert pour ces seigneurs de la terre. Aujourd'hui, ils frôlent la catastrophe. Au marché d'or, les gens n'entrent pas, puisque si le vendeur voit que la tomate pourrit, il est obligé de se promener avec ça partout dans les villages, les quartiers de la ville à 1500 partout. Et on ne parvient pas à vendre. J'ai même pitié du jardinier. L'histoire de Corona, tout est sur place, ça ne marche pas, rien ne donne. Comme vous voyez les gens qui sont là, ce sont les employés. Ils travaillent, il y a d'autres qui prennent même les 150 000 pendant 4 mois. Puisque la tomate, ça fait 3 mois, ça mûrit, le 4e mois on cueille. Et chacun attend son argent. Si tu vends même à 500 francs ou 200, il s'en fout, il veut son argent. Avec la fermeture des frontières du fait de la pandémie, les acheteurs gabonais et équato-guinéens n'affluent plus. 70% de la production autrefois destinée à ces marchés vient rejoindre maintenant les 30% réservés au marché local, d'où la chute vertigineuse des prix. L'abondance vous pose trop de problèmes. On ne s'en sort pas. Bon, peut-être le camion qu'on prenait peut-être à 700 000, 800 000, on peut prendre ça même à 200 000, même jusque-là on ne s'en sort pas. Le problème de fermeture des frontières, là, ça a aussi tellement joué dans le marché. Bon, comme par exemple au Gabon, on envoyait des fruits, au Gabon on pouvait envoyer peut-être même 5 000 fruits. Bon, regardez dans notre marché par exemple comme en Founi, on peut décharger même 50 000 fruits. Si déjà on envoie 10 000 fruits au Gabon, 10 000 fruits en Guinée et peut-être 10 000 au Tchad, le reste, ça couvre le pays, le Cameroun. Ça ne se voit pas toujours comme ça. Et pourtant, le Covid-19 est aussi la cause de cette situation dramatique. De nombreux jeunes qui se débrouillaient dans les villes ont investi les campagnes, d'où l'accroissement de la production au moment où le marché se rétrécit. Quand le Covid-19 est arrivé, tout le monde s'est déversé dans les cultures maraîchères. Presque tous nos enfants sont avec nous dans les champs, ce qui fait en sorte qu'il y ait surabondance au niveau de la production. Et ça a une conséquence tellement grave au niveau de notre économie parce qu'au niveau des foyers, on arrive par les charges sont plus élevées que les produits.
Ça veut dire que nous tournons à perte. Le manque à gagner peut être estimé à 50%. Hein. On vendait avant la cuvette de laitue à 5 000. Parfois même ça arrivait à 10 000. Actuellement, la cuvette de laitue revient à 1 000 francs, parfois à 2 000. D'où les regards tournés vers le ministère de l'Agriculture qui chaperonne le monde agricole. Les producteurs eux-mêmes prennent conscience du besoin de transformer. Cette industrialisation permettra d'optimiser les retours en investissement consentis dans les plantations. Nos champs sont situés ici à Yaoundé. Simalin, ici là à côté, et Barrière. Tu prends un panier là-bas, tu arrives ici au marché, tu ne parviens pas à vendre. Tu ne parviens pas. Un champ que tu as travaillé peut-être à 2 millions, 3 millions, tu ne parviens pas à récupérer 200 000 en ce moment. On veut seulement appeler le ministère de l'Agriculture. On ne le voit pas. Depuis là, on ne le voit pas. Lui voit ce qui se passe chez nous ici là. Ils n'interviennent pas. On veut qu'ils viennent, ils essayent de subventionner au moins les jardiniers. Nous, on est fatigués depuis 3 mois. Qu'ils essayent aussi de voir les moyens pour qu'ils créent des entreprises de transformation. Parce que l'agriculture, surtout la tomate, le domaine de culture de tomates là, était que pour les pauvres. Mais maintenant, là, nous on voit que tous les riches là sont déjà déversés dedans. Nous on travaille, on compte sur les étrangers pour écouler nos produits. Surtout le Nigeria, le Gabon, la Guinée et consorts. Avant, on vendait les cailloux dans les 5 000, 6 000, 4 500, 5 000, 6 000 environ. En moyenne, actuellement, on a trop de pertes. Les produits se sont passés, ça ne se vend pas sur le marché et on perd énormément d'argent. Bon, si vous pouvez mettre sur pied l'usine de transformation, ça devrait être, ce sont nos doléances là-bas. Tu prends une tête de près de 5 millions, 10 millions, pour faire, sachant que tu vas rembourser d'un moment à l'autre, tu hypothèques ta maison, tes terrains, tout et tout. Bon, à la fin, tu te trouves dans cette situation. Quand on vend à 2 000 francs, le caillon, on n'a pas, nos revenus ne s'entendent pas 200 francs par panier. Si on calcule les dépenses, nous les jardiniers, on ne retrouve pas avec 200 francs par panier. Parce que les intrants sont tellement chers. Les paniers, les gens qui travaillent, le carburant pour arroser tout et tout. Bon, nous sommes dans les pertes. Bon, si l'État pouvait comprendre nos doléances, vraiment, ça pourrait nous arranger, nous les agriculteurs. Les zones de production, c'est partout au Cameroun, mais actuellement, c'est l'ouest et le centre. Travailler, c'est trop dur. Épauler, c'est pas beau. Mener la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis je vis sur l'amour et j'espère vivre mieux. Je prends mon vieux cheval. Nous, on a été déjà dépassés que si on peut pleurer, le ministre nous voit, s'il peut nous aider même à baisser les engrais et les fournicides là, c'est que c'est bon. Parce qu'avec le prix là, on ne doit pas nous laisser. Pour qu'un camion comme ça arrive ici là, c'est 1500. La voiture d'abord 1000 francs. Les emballages que vous voyez là, 350. L'enfant qui a rien comme ça, 150. Ça revient ici à 1500. Et ce qui crée au champ, la journée, 2001 personnes. Un grand champ qui doit créer même 500 paniers, il faut au moins 30 à 40 personnes. Ce qui transporte la roue avant que la voiture vienne porter, 100 francs aussi. Donc les dépenses, les 2000 qu'on va là, ça donne seulement les dépenses de ça. Oh, mais bon, maintenant si je reviens maintenant sur les engrais, tu n'auras même rien là, des engrais, des fournisseurs là. Rien que de voir le chat d'abord avant que ça revienne comme vous voyez là, dans le panier comme ça là. C'est d'abord 2, ça fait déjà 2000 quand tu calcules normalement. Les 2000 qu'on va là, ça donne seulement le chat de la voiture et les tracasseries là. Pour le moment, c'est la descente aux enfers pour ces nombreux Camerounais qui ont cru fermement que la terre ne trompait pas. C'est certainement aussi ce que nous dira la présidente de l'association des Bayam Selam du Cameroun, l'ASBI, Madame Balabiloa Marie, qui a accepté de nous accorder un entretien. Bonjour Madame la Présidente et surtout, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est nous qui vous disons merci. Nous disons toujours CRTV au cœur de la nation. Bienvenue chez vous, chez nous. La situation des Bayam Selam n'est pas du tout reluisante sur les marchés du Cameroun.
L'association Débat Yamselam n'est plus seulement l'association Débat Yamselam. Nous sommes en réseau avec les producteurs depuis que le congélateur nous a reconnu d'utilité publique. Vous devez donc comprendre au jour d'aujourd'hui que, en tant que d'abord consommatrice, ce que c'est que les produits périssables aujourd'hui. Mais ce qui est beaucoup en exergue, c'est la tomate. Que je vais vous dire que je ne sais pas ce que ces producteurs vont devenir. Il y a des vidéos que nos membres du nous ont envoyées versant de la tomate en brousse. Cela veut dire quoi? Ceux qui amènent la tomate dans des voitures qu'on appelle des canters sont des revendeurs qui partent acheter chez les producteurs. Et quand ceux-ci ont amené la tomate ici, là, avec la fermeture des frontières, je vous dis, à tout bout de quartier, on essaie de brader la tomate, même à 1000 francs, même à 500, parce que c'est un produit qui ne peut pas tenir 4-5 jours. Et ça affecte alors, dans les marchés, il y a les vendeurs de tomates, les ananas sont dedans, les pastèques, et vous avez aussi vu même le poulet. C'est vous dire, ce secteur qui est même déjà fragilisé, a reçu encore un coup. Ça a donc fragilisé d'abord le petit fonds de commerce que cette dernière avait. Et je vous dis, chez nous, ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous disons toujours aux partenaires, ne venez pas nous donner seulement les masques, des gels. Pensez aussi au riz, à l'huile, pour que nos chers risottos, même si on le fait tous les jours. Nous avons dit, le corona n'est pas venu seulement nous apprendre des mauvaises choses. Vous voyez, nous sommes en train de laver les mains. Combien de personnes lavaient les mains après avoir quitté de son lit? Et nous disons, le corona doit nous laisser une marque indélébile, un souvenir, qu'on va dire, au temps de corona, le projet que nous sommes en train de monter aujourd'hui doit voir le jour. Le congélateur doit aussi faire. Comme il a soutenu certaines activités, certains événements, nous avons un projet, la conservation, la transformation, la commercialisation. Et madame, il y a un problème. Le petit peuple est étouffé parce que nous ne pouvons pas avoir des crédits dans les banques classiques, n'ayant pas de garantie. Nous nous déportons vers des microfinances. Les taux sont tellement élevés qu'au lieu que ça nous aide, ça nous amène vers les problèmes et nous sommes obligés de nous déporter vers nos tontines. ASBI a donc pris sur elle, en tant qu'association d'utilité publique, de créer une coopérative gérée par les Bayamselam, créée par les Bayamselam pour les Bayamselam. Et nous demandons au gouvernement de nous encadrer sur cette coopérative. Nous-mêmes, nous sommes des potentiels clients. Nous n'allons pas aller chercher des clients. Et nous allons saisir tous les ministères sectoriels qui interviennent dans cette affaire de conservation, transformation. Et là, nous interpellons la Nord pour vendre. Parce que la majorité d'entre nous vivent avec moins de 500 francs par jour. D'autres même n'en ont même pas ces 500 francs-là. Vous disiez également que la situation est grave dans les marchés, qu'on reverse les produits en brousse parce qu'on ne peut pas les vendre, on ne peut pas les conserver. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu chiffrée de ce que cela peut représenter? 60% de la production actuelle est en train de pourrir. Avec ce que nous venons de vivre, tous ces producteurs qui se sont engagés à cultiver, ils n'auront même plus les moyens pour faire les champs. Les Bayam qui vont perdre leurs fonds, est-ce qu'ils vont... Donc il y aura rupture, il y aura manque de produits d'ici si nous ne faisons rien. Nous avons proposé au gouvernement qu'on essaye aussi d'identifier, de recenser ceux qui ont été touchés par ces pertes, qu'on essaye de les relever un peu, leur donner un peu de fonds, parce que quand nous parlons projet, ça a court, à moyen et à long terme. S'il n'y a pas de production, ne soyez pas aussi surpris de trouver un casier de tomates à 15 000. Donc nous devons donc prévoir tout ça. Nous tendons donc la main au gouvernement pour voir cet aspect des choses,
comment on peut vraiment intervenir pour les aider. C'était donc Madame Mbalabilo Amari, la présidente de l'association des Baye Amselam du Cameroun, avec qui nous avons évoqué la situation désastreuse des vendeuses de nos marchés aujourd'hui, tout comme celle des producteurs d'ailleurs, qui sont aujourd'hui associés au Baye Amselam du Cameroun dans le cadre de l'ASBI. Merci, merci, yes we can. Et voici qu'à la faveur de cette crise, on se surprend à parler de nouveau de la nécessité de la transformation des produits de nos campagnes. Notre économie est essentiellement saisonnière et les fruits de nos récoltes ne résistent pas sur la durée en l'absence d'une véritable industrie de transformation. Mais comme une lueur dans la nuit, voici un centre de formation à l'agro-pastoral. Il a vu le jour à Obala, à quelques encablures de Yaoundé, dans le département de la Léquié, région du centre. On y forme des jeunes au métier de l'agriculture, mais aussi de la transformation agro-pastorale. C'est l'Institut agricole d'Obala, une idée d'un promoteur camerounais, Luinzier, qui date des années 2003 et qui, malgré les difficultés de départ, a su aujourd'hui intéresser la jeunesse et quelques bailleurs crédibles qui lui ont fait confiance. Bonjour Monsieur Luinzier. Bonjour Madame. On est quand même un peu surpris de trouver un centre comme celui-ci, ici à Obala, et que vous en soyez le promoteur. Qu'est-ce qui vous a motivé? Au début, Madame, nous avons eu beaucoup de problèmes. On avait à peine 30 apprenants en fait. Aujourd'hui, nous avons autour de 1200 apprenants qui viennent de tout le Cameroun entier, voire même des pays d'Afrique centrale, puisqu'il y a maintenant des étudiants du Gabon, Tchad, Centrafrique et même de la Côte d'Ivoire qui sont là actuellement. Tout ce qui concerne les formations agricoles, le Camerounais a eu du mal à comprendre que c'est un des secteurs qui peut faire vivre son homme. C'est l'un des rares secteurs où l'on peut créer des richesses. Vous dites que vous êtes parti de 30 étudiants à près de 1500 étudiants et apprenants aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez proposé qui a ainsi suscité l'intérêt de cette jeunesse? En fait, on offre une palette de formation aux étudiants ici. Un étudiant qui vient ici, dans tous les cas, trouve son compte. Et notre spécificité, c'est qu'on travaille beaucoup avec des pays partenaires et des ONG qui nous ont fait confiance. Le Cameroun traverse en ce moment une période difficile pour les agriculteurs avec la surabondance des produits de notre terroir, notamment les cultures maraîchères qui s'abîment dans les marchés et même dans les plantations. Est-ce que ici, dans votre centre, vous avez pensé un module qui permette d'aider ces agriculteurs-là? Nous avons mis un accent particulier pour créer des modules de formation, pour créer des options. L'une des options principales ici, c'est la transformation des produits du terroir. Vous allez voir, on fabrique des jus d'ananas, des ananas gingembre. Et en fait, il y a plusieurs parfums. Et ces jus sont très, très appréciés sur le plan national. Actuellement, je ne vais pas vous cacher, la demande, nous avons une demande qui dépasse l'offre. À votre avis, si l'industrialisation de la transformation agricole prenait véritablement, est-ce que nous avons suffisamment de matières premières pour répondre aux besoins de l'industrie? Nous sommes un pays béni de Dieu et la production, le producteur peut produire toute l'année. Dans d'autres pays, les gens vont passer 6 mois sans production parce que les conditions climatiques ne le permettent pas. Or, au Cameroun, tout est réuni pour que le producteur ait des revenus de sa production tout au long de l'année. Moi, je pense que tout ce qu'il faut faire, c'est d'accompagner d'abord la formation, ce qu'on est en train de faire ici. On forme des jeunes. Une fois que ces jeunes ont des compétences, le gouvernement doit accompagner ces jeunes en mettant en place des structures qui leur permettent de transformer des produits qu'ils produisent au lieu de les brader au marché. Par exemple, au cas actuel, on trouve des tomates qui sont presque jetées, on trouve des ananas partout, alors que s'il y avait des unités moyennes de transformation vraiment accompagnées, on n'aurait pas ces problèmes. Un produit qui est transformé peut durer 6 mois, voire 1 an, et ceci sans additifs. Hein? Or, si ces produits ne sont pas transformés, effectivement, on va assister à d'énormes pertes après récolte, ce que nous avons actuellement. Et les difficultés que vous rencontrez dans votre plan de formation, c'est quoi? Alors, les difficultés, c'est surtout au niveau des financements.
En fait, les jeunes ont de la volonté. Moi, je vous dis, on voit des jeunes qui viennent ici vraiment avec beaucoup de volonté. Mais quand ils finissent la formation, au niveau de l'IAO, on réussit déjà à mettre en place des circuits financiers où ils peuvent avoir soit des crédits, soit même des subventions, soit des dons. Mais c'est toujours insuffisant. Moi, je pense que ça doit être plutôt une politique nationale, une politique gouvernementale qui vraiment accompagne la jeunesse. Je pense que le président a lancé pas mal de projets dans ce sens-là. Et vraiment, la jeunesse, oui, attend encore que tous ces projets se mettent en route. Merci, M. Luindié. M. Luindié qui est donc le promoteur de l'Institut agricole d'Obala, un institut qui forme à la fois des techniciens agricoles et des ingénieurs agro-pastoraux qui sont donc formés ici et dans l'objectif de pouvoir s'auto-employer dans le futur. Merci d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience et surtout bon vent dans vos projets. Merci pour l'intérêt porté pour notre institution. 17 ans plus tard, l'Institut agricole d'Obala a fait un balisage extraordinaire. De 30 étudiants au départ, c'est près de 1500 apprenants des métiers de l'agriculture et de l'industrie agro-pastorale qui se bousculent ici au quotidien. Le principe ici à l'Institut agricole d'Obala est la dualité. La formation se fait sur deux pôles, le pôle de l'école et le pôle du milieu professionnel. En fait, la ferme école est répartie sur deux sites. Vous avez le site de Bilone qui est de 25 hectares. Ce site est spécialement dédié aux productions animales. Nous avons essayé de mettre la plupart des élevages qui se font au Cameroun, de telle sorte que l'étudiant soit capable de faire des expériences ou bien des apprentissages dans le domaine qu'il souhaite. L'école aménage un espace, on y met des ressources qu'il gère, de la commande des poussins jusqu'à la commercialisation. L'une des formations phares de cette école a trait à la transformation des fruits. Tout un système de production et de conservation est mis en place pour permettre aux jeunes d'être plongés et de s'acclimater dès l'école à l'univers professionnel. Cet atelier a pour but de leur permettre de faire facilement leur TP. Parmi ces TP, il y a la production des huiles de piment, la production du beurre de cacao, la production du chocolat, des jus naturels. L'objectif est de familiariser les étudiants à la production en s'appropriant le processus de fabrication. Ce centre en a inspiré un autre, le Centre international d'études de Polytechnique d'Obala. Lui aussi formeux dans les métiers de l'agriculture, mais avec un accent sur la fabrication de l'agroéquipement. Nous formons donc des cadres du niveau technicien supérieur et licence professionnelle en génie rural, dont l'une des spécialisations phares, c'est les agroéquipements. Les agroéquipements en termes de conception et de fabrication, mais surtout en termes d'entretien des agroéquipements qui existent actuellement. Nos défis actuels, c'est de concevoir des agroéquipements adaptés à nos écosystèmes, exploitables par les masses rurales, malgré la limite que nous pose le déficit en énergie dans le monde rural. Les résultats sont tels qu'aujourd'hui, les métiers de la terre, autrefois marginalisés par la jeunesse, sont devenus attractifs. Et les jeunes s'y investissent sans complexe. Moi, j'ai toujours été passionné par l'agriculture. Et en venant ici, j'étais focalisé plus dans l'élevage et dans la culture des plantes. Mais j'ai découvert ici, dans l'Institut supérieur d'agriculture d'Obala, l'atelier de transformation. Ça m'a beaucoup passionné. Mon rêve, c'est de pouvoir monter ma propre entreprise, que ce soit dans la transformation des produits agro-pastoraux ou que ce soit juste dans l'élevage. Le secteur de la transformation commence donc à s'ouvrir. Et voici une autre dame, informaticienne de formation et de profession pendant plus d'une décennie, qui a tout quitté pour s'y lancer.
Le monde de la conservation, je l'ai découvert il y a, je crois, en 2011, lors d'un voyage en Italie. Je me suis rendu compte que les produits étaient vraiment conservés de manière naturelle et très très longtemps. Alors j'ai pris quelques mois pour me former sur la conservation et quand je reviens au Cameroun, je me dis, au départ je le faisais pour mes collègues, pour les amis, pour offrir un cadeau, tout simplement pour garder les produits frais. Parce que la conservation naturelle garde le produit frais tel qu'il était à l'état. Ce métier a le vent en poupe donc, malgré l'opacité de l'accompagnement public et d'une offre de financement inadéquate. Moi, à la base, je suis ingénieur en génie logiciel et j'adore transformer les aliments. Dans la cuisine de Nounours, on trouve un peu de tout. On trouve des épices locales prêtes à l'emploi, on retrouve des sauces barbecue, on retrouve des ketchup aux fruits, on retrouve des moutardes aux fruits, des pâtes d'arachide. Vraiment, on essaye quotidiennement, on élargit les gammes parce qu'on est à l'écoute des consommateurs. J'encourage la femme. Donc, je travaille avec des coopératives de femmes rurales, notamment dans la région du Nord et de l'extrême Nord, qui me fournissent de l'ail, des oignons. Et les ananas, je les prends ici chez des producteurs qui viennent, qui m'apportent ici à l'unité de production la matière première. Au début, ils ne savaient pas comment ça se passe. Je leur ai dit qu'il faut qu'on apprenne un peu. On triche un peu ce qui se passe ailleurs et on essaye de l'adapter. Donc maintenant, on a comme un cahier de bons de commande. Ils viennent, ils livrent, ils savent que par semaine, je produis telle quantité, c'est ça qu'ils livrent. J'essaye vraiment de développer ce service de ravitaillement autrement. Alors, ma difficulté vraiment première, c'est l'équipement. Parce que la demande, elle est vraiment croissante, mais on n'arrive pas à répondre à la demande. Je travaille encore artisanalement, c'est-à-dire, vous voyez, je remplis les bocaux, il faut fermer manuellement, ça prend du temps. Et plus les distributeurs s'intéressent à vos produits, plus il faut vraiment mettre un accent pour être compétitif et productif en prenant des équipements adaptés. Le secteur demeure cependant embryonnaire. Seuls quelques artisans semblent y réussir. Et pourtant, la filière de production agro-pastorale devrait mieux s'organiser pour être apte à faire face à une crise comme celle du Covid-19 qui secoue actuellement le monde et qui les a précipités dans le désarroi avec la fermeture des frontières des États qui les a privés de leur marché traditionnel. C'était pour moi un peu un petit choc, mais surtout une interpellation à penser à ces personnes-là. Comment transformer leurs produits. Si eux, ils pouvaient transformer leurs produits, ils ne seraient pas sur le marché avant le produit à 700 francs. Tel que moi je le fais aujourd'hui, ce n'est pas un secteur porteur. Parce qu'on le fait de manière artisanale. Vraiment, c'est artisanal. Pour la production, par exemple, je dois produire 200 pots avec en moyenne 7 personnes. Vous voyez un peu. Pourtant, de manière industrielle, avec les 7 personnes, on peut produire une quantité énorme. Et si vous regardez ce que je produis, pour avoir les bocaux, c'est un problème. Je pense qu'il y a tellement d'éléments qui entrent dans la transformation aujourd'hui qu'il faut trouver le levier. Les machines, on n'a pas. Il faut encore trouver, peut-être mettre sur pied une vraie industrie. Et c'est ici que prend fin cette édition de cet écho Covid-19, la chute des marchés. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez apprécié avec nous le drame que vivent aujourd'hui les producteurs et les revendeurs des produits du terroir au Cameroun. Mon équipe et moi-même vous remercie d'avoir été des nôtres. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre édition de votre émission.